Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui bouscule pas mal de choses. Et si le nazisme, ce n'était pas juste une parenthèse horrible de l'histoire, mais plutôt l'aboutissement extrême d'idées qui en fait circulaient un peu partout en Occident. C'est la thèse d'un historien, Johann Chapoutot, et on va essayer de la comprendre ensemble. À l'école, on apprend souvent que le nazisme, c'est une sorte de monstre unique qui est surgi de nulle part et a dévasté l'Europe. Mais est-ce que cette vision est vraiment complète? Et si en fait les racines du mal étaient bien plus profondes et bien plus partagées qu'on ne veut bien le croire? C'est vraiment la question qui va nous guider. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a cette image d'un nazisme complètement à part? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Juste après la guerre, en 1945, c'est là qu'intervient ce que l'historien appelle la fable nécessaire. Alors c'est quoi cette fable nécessaire? Eh bien, c'est un peu l'histoire que l'Europe s'est racontée à elle-même pour pouvoir se relever. Imaginez le désastre en 1945. Pour reconstruire, il fallait absolument tracer une ligne de démarcation hyper claire entre eux, les barbares nazis, et nous, les démocraties civilisées. C'était vital, psychologiquement, pour pouvoir avancer. Seulement voilà, le problème avec cette histoire, c'est que même si elle a été utile, elle a un peu caché sous le tapis une vérité qui dérange. Elle nous a fait oublier que beaucoup d'idées au cœur du nazisme, notamment sur la race, eh bien elles étaient en fait assez banales et largement partagées dans toute l'Europe à l'époque, y compris en France. On arrive donc au cœur du sujet, ce fameux bain culturel commun. En fait, le nazisme n'a pas eu à inventer grand-chose. Il s'est contenté de piocher dans un stock d'idées qui était déjà là, bien installé. Alors, de quelles idées on parle concrètement? D'abord, le colonialisme, qui reposait sur l'idée qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres. Ensuite, le darwinisme social. Attention, c'est une déformation de la théorie de Darwin, qui appliquait l'idée de la loi du plus fort aux sociétés. Il y avait aussi l'eugénisme, une pseudo-science qui voulait améliorer l'espèce humaine. Et enfin, bien sûr, un antisémitisme très ancien, un véritable poison répandu partout en Europe. Et attention, on pourrait croire que tout ça, c'est de la vieille histoire, mais pas du tout. Un exemple concret. En France, jusque dans les années 60, des manuels scolaires, un peu comme les vôtres aujourd'hui, décrivaient encore les traits psychologiques supposés des différentes races. On parlait de l'indolence, en gros la flemme de certains peuples, ou de la chafounerie, la ruse pour d'autres. Et tout ça s'était présenté comme scientifique. Quand on met toutes ces idées ensemble, ça mène à un concept qui fait vraiment froid dans le dos. C'est l'idée qu'on peut gérer les êtres humains, non plus comme des citoyens, mais comme un troupeau, comme du bétail. Le mot pour ça, c'est la zootechnie humaine. Ça a l'air un peu compliqué, mais l'idée est simple. La zootechnique, à la base, c'est l'ensemble des techniques pour élever des animaux, pour améliorer la race, le rendement. Eh bien, l'appliquer aux humains, ça veut dire qu'on considère la société comme une ferme où il faut sélectionner les bons éléments et éliminer les faibles ou les inutiles. Et cette idée, elle n'était pas juste dans la tête de quelques extrémistes. Écoutez bien ça. C'est une phrase d'Édouard Herriot en 1937. Et Herriot, c'était pas n'importe qui. C'était une des figures les plus importantes de la politique française, plusieurs fois ministre. Il disait ça en parlant de réduire les rations alimentaires dans les asiles psychiatriques pour se débarrasser des malades. Et c'est là que c'est crucial. Ce qu'on voit, c'est que la logique de l'extermination, cette idée monstrueuse qu'il y a des vies qui ne valent rien ou qui coûtent trop cher, eh bien ce n'est pas une invention nazie. L'idée existait déjà au plus haut sommet de l'État, dans une démocratie comme la France. D'accord, mais alors c'est la grande question. Si toutes ces idées flottaient un peu partout, pourquoi est-ce que c'est en Allemagne que ça a explosé de manière aussi terrible? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pour expliquer ça, Chapoutot utilise une image super parlante, celle de l'expérience de chimie. Imaginez que toutes ces idées racistes, eugénistes, etc. sont comme un produit, un soluté, qui est dissous dans l'eau, un peu partout en Europe. C'est là, mais on ne le voit pas forcément. En Allemagne, une série de crises terribles vont agir comme un réactif chimique. Et quand on verse le réactif, le produit dissous se transforme d'un coup en un solide. Un solide mortel. Regardons cette réaction de plus près. Première colonne, le soluté. Ce sont les idées qu'on a vues, partagées par tout le monde. Deuxième colonne, le réactif. C'est ce qui est spécifique à l'Allemagne. L'humiliation terrible de la défaite en 1918. La crise économique catastrophique. Le nazisme a mélangé tout ça pour offrir une explication simple à tous les problèmes. Et ça donne la troisième colonne, le précipité, le résultat. Une vision du monde totalement raciale, un fanatisme politique, et au final, l'horreur de l'extermination industrielle. Ok, mais alors, à quoi ça sert de savoir tout ça? Est-ce que ça veut dire que tout le monde était un peu nazi à l'époque? Non, absolument pas. L'objectif, c'est tout autre chose, c'est de rester vigilant. Il faut vraiment faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a la banalité d'un certain discours, des idées qui étaient, oui, assez communes à l'époque,
Et de l'autre, il y a la radicalité de l'exécution par les nazis, le passage à l'acte, l'organisation industrielle et systématique de la mort. Ça, c'est absolument unique et propre au nazisme. Donc, pour que ce soit bien clair, comprendre d'où viennent ces idées, ça ne revient absolument pas à excuser ou à diminuer la responsabilité écrasante du régime nazi. Bien au contraire, ça nous sert d'avertissement. Ça nous aide à être capable de reconnaître aujourd'hui les discours basés sur l'inégalité ou sur la rentabilité des vies humaines qui sont les mêmes poisons qu'à l'époque. On va finir avec une question pour nous faire tous réfléchir. Bien sûr, cette analyse, comme toute analyse de l'histoire, est une interprétation. Il faut toujours garder son esprit critique, y compris avec ce qu'on vient de voir. Mais en regardant notre propre époque, quelles sont les idées qui nous paraissent normales, évidentes, mais qui, si un jour une grosse crise survenait, pourraient servir de carburant à de nouvelles horreurs ? C'est en connaissant le passé qu'on se protège pour l'avenir. Merci pour votre attention